Vide et plein. Vous avez trois images ici qui sont construites et qui sont trois images, vous reconnaissez la planète, construite à trois époques différentes. Cette première image, ici, elle est construite en 1848. Celle-là est construite un siècle plus tard, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1947. Et celle-là, elle est construite ici en 2010. Chaque point allumé, ici, représente la construction sur une grille avec des carrés de taille égale, à la fois la présence humaine, mais surtout l'activité économique humaine. Ici, l'activité économique humaine, elle est répertoriée à travers les émissions de CO2. Mais peu importe, on aurait pu mettre le produit intérieur brut, on aurait exactement la même image. Elle vous permet de dire où sont les gens et où est-ce qu'ils sont actifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points allumés sur cette planète. Vous reconnaissez ici l'Amérique du Nord, toute l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Europe évidemment, l'Asie et la Chine. Et vous avez quelques points allumés ici en Afrique, très peu de visibles en Australie, qui est un continent peu dense. Donc ça vous donne une idée de où sont les activités, et surtout en le comparant par rapport à ce que c'était en 1848. 1848, c'est un siècle après le début de la révolution industrielle. Les seuls points allumés, ils sont dans le sud de l'Angleterre et un tout petit peu dans le nord de l'Europe. Le monde était vide ici. Vide au sens où il y avait 1 milliard d'habitants sur la planète. Ici, il y en a un peu plus de 7. Ici, on émettait 174 millions de tonnes de CO2. Ici, on émet 31 600 tonnes de CO2. Ici, on avait consommé une fraction infime du budget carbone de la planète. Là, on a consommé à peu près plus de la moitié du budget carbone de la planète. Le monde s'est rempli d'individus, il s'est rempli d'activités économiques, et il est devenu, on peut le dire aujourd'hui, plein. Alors, plein, ça veut dire quoi? Par rapport à quoi? Il est plein par rapport à les écosystèmes de la planète. On vit sur une planète, cette planète, elle a des écosystèmes qui fonctionnent, qui fournissent des ressources, elle a des ressources naturelles, etc. Ces écosystèmes, à la fois, ils sont le support pour la vie humaine, ils nous fournissent des éléments, ils sont aussi modifiés par l'activité humaine. On artificialise les sols, on domestique les espèces végétales et animales par l'agriculture. Et on est passé d'un monde dans lequel on vivait au milieu d'un écosystème de très grande taille et où on développait un monde artificiel, l'économie, qui s'insérait à l'intérieur de l'écosystème de grande taille sans trop le perturber, ou en le perturbant à la marge. Et on est aujourd'hui dans un monde qui touche, qui entre en contact avec les limites de ces écosystèmes. C'est quoi ces limites? C'est le fait que la quantité de terres agricoles peut à nouveau devenir limitée, que les pollutions qu'on provoque sur la Terre peuvent se traduire par la dégradation du fonctionnement de ces écosystèmes, par le fait que quand on émet trop de CO2, on change le climat, mais quand on change le climat, c'est pas juste qu'il fait un peu plus chaud ou qu'il y a un peu plus de tempêtes, c'est le fait que ça peut provoquer un effondrement des écosystèmes qui vont faire que précisément les conditions de la vie, y compris artificielles et humaines, ne sont plus possibles sur la planète. Donc c'est ça, toucher aux limites. C'est arriver au point où ce qu'on induit sur les écosystèmes devient suffisant pour remettre en cause le fonctionnement même de ces écosystèmes et donc de l'économie qui est inscrite. Alors dans ce diagramme, il y a quelques flèches qui sont assez importantes et qui sont en particulier les flèches qui partent de l'écosystème et qui vont dans l'économie. L'économie a besoin de l'écosystème pour exister. Elle est artificielle, mais elle n'est pas hors sol, l'économie. Et puis d'autre part, il y a les flèches qui ressortent ici et qui sont les impacts de cette activité humaine sur l'économie. Et donc vous voyez, on a cette double interaction. On a l'interaction par les méfaits qu'on produit à l'écosystème, et qui peuvent en dégrader le fonctionnement, et puis on a cette interaction par les bienfaits qu'on tire de l'écosystème, et dont on a besoin. On est maintenant entré dans l'époque où il faut tenir compte du remplissage du monde. Alors certains vont vous dire, c'est clair, le remplissage du monde, ça demande qu'une seule chose, c'est qu'on revienne à cette époque-là. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour tout un tas de raisons. La première étant que ici il y avait 1 milliard d'habitants, maintenant il y en a 7, et on ne peut pas passer de 7 à 1 milliard. Le monde continue de se remplir. Donc il y a deux grandes forces qui font qu'il continue de se remplir. Le premier, c'est on est 7 milliards aujourd'hui, on sera 10 milliards demain. Et puis la deuxième, c'est que dans les 7 milliards d'aujourd'hui, ça c'est des chiffres extrêmement importants à avoir en tête, il y en a à peu près 1 milliard qui sont dans les pays développés, Europe, États-Unis, Japon. Il y a 5 milliards d'habitants qui sont dans des pays qui sont dits, ici c'est la classification du FMI, on appelle ça généralement les pays émergents,
les pays à revenus intermédiaires. Donc 5 milliards d'habitants qui sont principalement en Inde, en Chine, en Indonésie, au Brésil et quelques autres pays en développement rapide. Et puis ici, dans la classification du FMI, il y a un peu moins d'1 milliard d'habitants qui sont dans des pays très pauvres, des pays d'Afrique ou quelques pays d'Amérique latine ou même quelques pays d'Asie, d'Asie centrale par exemple ici. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en termes de développement économique. Ça, c'est l'évolution du niveau de vie en France par habitant depuis 1500. En gros, cette période-là, c'est une longue période dans laquelle la grande majorité de la population ne dispose d'un revenu qui ne lui permet que de vivre, manger et acheter, ou disposer des vêtements et de l'abri rudimentaire nécessaires à la survie. Et puis, ici, c'est la révolution industrielle, vous voyez, fantastique augmentation du niveau de vie. Donc cette fantastique augmentation du niveau de vie, elle veut dire que pour la plupart des gens ici, la plupart des gens s'extraient de cette situation où ils n'ont que ce qu'il faut pour vivre. Ce qu'on appelle aujourd'hui le seuil absolu de pauvreté, 2 $ par jour. Dans l'époque de la révolution industrielle, une partie significative des gens ont réussi à s'extraire de cette condition et à vivre avec bien plus que 2 $ par jour. Ce qui change complètement la vie. Vivre avec plus de 2 $ par jour, ça veut dire que vous pouvez épargner, accumuler un petit peu. Ça veut dire que vous avez un patrimoine à laisser à vos enfants. Vous êtes très sensible au fait qu'on protège la propriété privée, le fruit de votre travail. Donc c'est un puissant vecteur pour développer des institutions démocratiques, des institutions juridiques. C'est aussi un puissant facteur pour développer l'individualisme et votre capacité à vous extraire à la fois de la tradition et des hiérarchies implicites dans la société. Et donc on imagine que c'est quelque chose qui peut changer complètement le monde. Bon, il y a eu un épisode dramatique qui a été ce que Churchill appelle la guerre de 30 ans, qui a commencé en 1914, qui s'est terminée en 1934. Il y a eu une grande crise économique au milieu de ce conflit, mais voilà ce qu'il a produit. Et puis ensuite, ici, une ère à nouveau de croissance, plus rapide que d'ailleurs pendant la révolution industrielle, une ère de prospérité assez fantastique. Quand on parle de croissance, bon, j'ai pris le parti de ne pas définir ce que c'était que la croissance, mais quand on parle de croissance, en fait, on parle de ça. On parle de cette fantastique élévation du niveau de vie, l'accès à des biens matériels par le fonctionnement d'une société plus complexe, qui développe une technologie plus importante, qui dispose de plus d'infrastructures. Derrière tout ça, il y a des changements radicaux qui sont l'apparition de ces villes, par exemple, qui n'existaient pas évidemment avant la révolution industrielle, et qui sont un des faits majeurs de cette révolution industrielle, l'urbanisation, l'augmentation fantastique de rendement, le changement complet de la façon de vivre des gens qui, par exemple, cessent de travailler à 80% ou à 90% dans l'agriculture et cessent de consacrer 80 ou 90% de leurs revenus uniquement pour manger. Et on est aujourd'hui dans une époque où on dépense plus d'argent pour essayer de moins manger que de l'argent qu'on paye pour manger. On paye plus d'argent pour faire du sport, pour perdre les calories qu'on a absorbées en excès que parfois ce qu'on paye pour justement acheter cette nourriture. En tout cas pour une grande partie de la population, il ne faut pas négliger la dimension inégalité dans tout ça, mais pour une grande partie de la population, aujourd'hui l'alimentation n'est plus le souci de qu'est-ce que je vais manger à la fin de la journée, mais des soucis complètement différents. Donc un changement radical. Et la croissance, c'est ça. C'est ce changement radical qui a été un processus long, qui a été un processus houleux, il s'est passé plein de choses, mais qui a fait cette fantastique évolution. Ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est que, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça a commencé ici dans les années 50, c'est en train de se reproduire en Chine. Alors, ce qui se produit en Chine, c'est que 200 ans de croissance française, une bonne moitié s'est réalisée en 50 ans. Et probablement, pour compléter la deuxième moitié, il refaudra 50 ans à la Chine. Bon, si on n'est pas très optimiste, on peut se dire, ça, c'est tellement compliqué en termes de changement dans une société que ça ne pourra pas se passer sans ce qui s'est passé en Europe, c'est-à-dire des grandes crises, des guerres, des conflits géopolitiques majeurs, etc. Donc peut-être que dire que ça va prendre 50 ans à se passer, c'est extrêmement optimiste. Mais en même temps, il y a une force derrière qui est presque inarrêtable, et qui est que ça se produira. Et si ça ne met pas 50 ans, ça mettra un siècle, et ça ira de toute façon beaucoup plus vite que ce qui s'est passé pour la France. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ça concerne 5 milliards d'habitants sur la planète. 5 fois plus que ceux qui ont déjà accompli cet exploit en quelque sorte. Et c'est ça qui est en train d'arriver derrière nous. C'est pour ça que le monde qui est plein, vous avez vu toutes ces lumières allumées,
va continuer de se remplir. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas grand-chose. Donc le monde continue de se remplir. Je vais passer rapidement sur ces graphiques qui pourtant contiennent des informations fondamentales. Alors, ils sont construits d'une façon assez astucieuse. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente ici la distribution du revenu dans un pays, et ça le compare à la distribution dans le monde. Donc en gros, ça vous dit, les 10% les moins riches de mon pays, comment se situent-ils dans la distribution du monde? Ça vous dit par exemple pour le Brésil, les 10% les moins riches du pays, en gros, c'est les 10% les moins riches du monde. Et puis, si vous prenez l'Allemagne, ça vous dit les 10% les moins riches de l'Allemagne se situent parmi les 20% les plus riches du monde. C'est à peu près équivalent d'être dans les 10% les plus pauvres de l'Allemagne que d'être dans les 10% les plus riches du Brésil. Attention, ça ne dit pas que les 1% les plus riches du Brésil ne sont pas beaucoup plus riches que les 10% les plus pauvres de l'Allemagne. En fait, ce qu'on ne voit pas, mais parce que c'est une question de granularité, mais c'est qu'en fait, les 1% les plus riches du Brésil font partie des 1% les plus riches du monde. Comme les 1% les plus riches de l'Allemagne font partie des 1% les plus riches du monde. Regardez comment la Chine a évolué. La Chine a évolué avec un décalage vers le haut de la courbe. Ce qui veut dire qu'en 88, les 10% les plus pauvres de Chine étaient les 10% les plus pauvres du monde. Il y a une distinction entre la Chine rurale et la Chine urbaine. Si vous prenez la Chine rurale, en 20 ans, leur sort s'est amélioré. Ils ont grimpé dans la distribution du monde. Ce qui n'est pas le cas, ou très peu le cas, au Brésil. D'abord, les inégalités ne sont pas traitées dans les pays de façon égale. Et ensuite, les inégalités, quand on les considère au niveau mondial, sont quelque chose d'extraordinairement présent et d'extraordinairement important. Et ça, c'est un autre élément qui va pousser à remplir le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un monde plein? Parce que là, je vous ai dit, le monde se remplit, mais en fait, il se remplit parce qu'il y a de plus en plus de choses dedans. Mais qu'est-ce qui, au fond, limite le remplissage du monde? Il faut aller un cran plus loin pour comprendre comment ces écosystèmes se construisent. C'est un article universitaire. Il est écrit par des climatologues, par des spécialistes des sciences de la Terre, mais aussi par des biologistes, etc. Donc une équipe assez pluridisciplinaire qui ont essayé de définir la notion de limite à la planète. Par exemple, il y a une des limites à la planète qui est le changement climatique. Et sur ce graphique, ils ont dit, en vert, je vais mettre ce qui est le fonctionnement acceptable de l'humanité, c'est la limite, et puis je vais signifier où on se situe aujourd'hui par ces traits rouges, et est-ce qu'on a dépassé ou pas la limite. Alors c'est quoi la notion de limite qu'il y a derrière? En fait, elle est extrêmement simple. Elle consiste à dire, les systèmes qui sont sous-jacents, les écosystèmes, sont des systèmes complexes, c'est un sens mathématique très précis, et un système complexe, c'est un système dans lequel il peut y avoir des effets d'irréversibilité et des effets de seuil. Donc en gros, un système complexe, c'est un système qui s'auto-répare. Donc vous pouvez pêcher de plus en plus de poissons dans la mer. Quand vous le faites, il y a des mécanismes qui font que les poissons se reproduisent plus vite. Ils ont plus accès à la nourriture, par exemple, et donc ils se reproduisent plus vite. Et donc le fait que vous ayez pêché les poissons ne modifie pas beaucoup la quantité de poissons dans la mer. Et puis il y a un effet de seuil, qui est que quand vous avez pêché trop de poissons, à ce moment-là, vous pouvez provoquer l'effondrement parce que la capacité des poissons à se reproduire devient trop faible pour compenser les prises que vous faites. Et comme les poissons s'effondrent, à ce moment-là, par exemple, il va y avoir des autres réactions dans l'écosystème qui vont réagir à cette disparition de la population de poissons. D'autres espèces de poissons vont disparaître, des régulations de la santé des poissons ou de la réparation des écosystèmes vont disparaître, ce qui fait que les écosystèmes peuvent basculer, soit basculer vers la désertification, qui est un des grands passages de seuil qui arrivent aux écosystèmes, soit basculer dans la transformation de l'écosystème en un tout autre écosystème, mais qui peut être beaucoup moins riche, au sens où il ne nous produit pas les services dont on a besoin pour vivre dessus. Donc le concept qu'il y a derrière, c'est ce concept de seuil. Et le deuxième concept qu'il y a derrière, c'est qu'on n'a pas envie d'aller explorer ce qui se passe quand on a passé le seuil. On ne sait pas, peut-être que quand on passe le seuil, après tout, c'est pas totalement irréversible, on peut arriver à en sortir. Peut-être que si on augmente un peu la température sur la planète, ça sera mieux. Mais en fait, c'est tellement complexe qu'on ne sait pas, et que ça peut être une catastrophe. Et que si c'est une catastrophe, on peut aussi ne pas être capable de revenir en arrière. Donc, il vaut mieux être prudent et dire ne passons pas le seuil. Donc c'est ça les limites qu'il y a là. C'est une des premières raisons pour lesquelles, après je vais vous expliquer pourquoi elles sont molles, ces limites.
C'est que, vous voyez, c'est des limites qui, fondamentalement, sont conservatrices. Conservatrices au sens où on vit sur une planète, elle fonctionne, c'est un système qui est extrêmement interdépendant, tout est lié à tout. Si on passe un seuil, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et on ne maîtrisera pas les conséquences de ça. Alors, on peut être aventureux et dire, mais peut-être que derrière la porte, il y a un Éden qui sera encore plus favorable que celui dans lequel on vit. Peut-être, mais peut-être pas. Et la responsabilité de l'humanité est de ne pas s'engager dans cette aventure quand on sait qu'elle peut être irréversible et qu'une fois qu'on a passé la porte, peut-être qu'on ne pourra pas passer de l'autre côté de la porte. On sait ce qu'on a, on ne sait pas si l'herbe dans le champ d'à côté, elle est plus verte. Et on a de bonnes raisons de penser qu'elle n'est pas plus verte. Alors, c'est aussi pour ça qu'elle est molle, parce que vous voyez, on n'a pas de certitude de ce qu'il y a derrière la porte. On pourrait dire, mais après tout, arrêtons d'être aussi timides, peut-être qu'il y a des choses extraordinaires, ou peut-être que c'est pas si pire de l'autre côté de la porte. Peut-être qu'il faut faire confiance à ces écosystèmes pour qu'ils soient capables de se réparer encore plus. Donc, c'est une tentation qu'on peut avoir. Et puis, vous voyez, on peut être le dos au mur et être poussé dans ce raisonnement sans le savoir. Mais si on respecte ces effets de seuil, à ce moment-là, on peut identifier des effets de seuil et pas simplement sur le climat. Le climat, c'est évidemment un de ces éléments à effet de seuil, mais ce n'est pas le seul. Il y a l'acidification des océans, il y a la question de la couche d'ozone, un vieux problème. Il y a la question des cycles de l'azote et du phosphore. Je vous rappelle que l'azote et le phosphore sont massivement utilisés comme des engrais et que, en gros, l'activité humaine produit ce qu'on appelle une boucle ouverte. C'est-à-dire que là où avant, l'azote nécessaire à la vie ne se déplaçait pas, le lapin mangeait la carotte, le lapin déféquait, l'azote qui était dans la carotte, capturé dans l'air ou dans le sol par la carotte, revenait sous forme d'excréments du lapin à l'endroit où la carotte avait été mangée. Et quand le lapin mourait, le reste de l'azote qu'il avait capturé revenait dans le sol, et donc on avait un cycle complètement fermé. Aujourd'hui, on fait quelque chose de complètement différent. On a de l'azote qui est produit à partir d'énergie ou à partir de minerais, on le met dans un champ, et puis la production du champ, on la transporte ailleurs, où elle est consommée, et tous les déchets qui sont réalisés dans cette consommation sont mis dans des égouts et envoyés dans la mer. D'accord ? Donc là où avant on avait un azote qui ne bougeait pas, on a maintenant un cycle extraordinaire d'azote dans lequel l'azote se déplace. Et on ne sait pas quelle est la conséquence à long terme de ça. Alors c'est peut-être moins grave que le changement climatique. Mais peut-être qu'il y a un effet de seuil qui sera atteint, ou qui va être atteint, ou qui a été atteint, et qui fera qu'on s'apercevra un jour que c'est en fait bien plus grave que le changement climatique. L'utilisation de l'eau, le changement dans l'utilisation des sols, l'estimation est encore optimiste, on n'a pas atteint la limite, mais il y a une limite, et elle peut être définie. La perte de biodiversité, qui est le cadran qui est là. Il y a aussi ensuite ici deux sujets qui sont la pollution atmosphérique et la pollution chimique. La pollution atmosphérique, c'est toutes les poussières qu'on met dans l'atmosphère qui finissent par avoir un impact sur la photosynthèse, parce que cette poussière se redépose sur les feuilles des arbres, et donc ça change des choses. Sur le climat, parce que ça change la façon dont la lumière arrive sur la planète, et donc ça change le climat. Donc ça peut changer énormément de choses. Ça peut avoir, par exemple, ici la pollution atmosphérique, un lien avec la fonte de la banquise, avec le dépôt de poussière qui transforme ce qui était blanc en quelque chose qui est gris et qui absorbe beaucoup plus de chaleur qu'auparavant. Donc il y a plein de phénomènes derrière. Alors là, il n'y a pas d'indication, parce qu'en fait, ces phénomènes-là ne sont pas connus, ils n'ont pas été explorés scientifiquement. Et donc on n'est pas capable de chiffrer, de quantifier s'il y a un seuil, où est-ce qu'il est et où est-ce qu'on se situe par rapport à ce seuil. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'on ne sait pas où on se situe par rapport à ce seuil. Par exemple ici, une catégorie qu'ils appellent les entités nouvelles. Alors les entités nouvelles, c'est tous les produits nouveaux qui n'existaient pas dans la nature et qu'on injecte dans la nature. Donc c'est soit les OGM, qui sont des entités biologiques nouvelles, soit les nanoparticules par exemple, et la façon dont les nanoparticules vont interagir avec l'écosystème global sur lequel on est. Là encore, c'est des choses dont on ne maîtrise pas les conséquences, mais dont on peut imaginer qu'il peut y avoir des conséquences. Une autre chose qui est importante à comprendre sur ces limites planétaires, c'est le fait qu'il y a des limites globales, typiquement le changement climatique. Peu importe qu'on émette du CO2 à Kinshasa, à Tokyo ou à Paris. Et puis il y a des limites locales, comme par exemple l'utilisation de l'eau douce, où il y a des contraintes qui sont locales, et puis des endroits où ce n'est pas contraint. Donc, vous avez cette carte qui est assez extraordinaire, et qui vous met en rouge les endroits où on a une utilisation de l'eau douce aujourd'hui qui est non soutenable. Dans ces endroits-là, souvent, on utilise ce qu'on appelle de l'eau fossile. C'est l'eau qui se situe dans des nappes phréatiques profondes, qui ont des cycles de remplissage
qui se chiffre en plusieurs centaines, milliers, millions d'années. Et donc, quand on utilise des nappes phréatiques fossiles, on utilise quelque chose qui, à un moment, va s'arrêter. C'est-à-dire que l'eau sera plus disponible. Donc c'est le cas, par exemple, de l'agriculture en Inde et de l'agriculture dans l'Ouest américain. C'est de l'agriculture qui repose uniquement sur de l'eau fossile. Un jour, le robinet va s'arrêter. Quand? On ne sait pas exactement, parce que c'est un peu compliqué de connaître la géologie de l'eau fossile. La science n'est pas encore assez avancée là-dessus. Le jour où ça s'arrête, ben, on perd une capacité agricole majeure, avec ici des populations, alors oui, en Inde c'est pas rien, hein, parce que ça frise le milliard d'habitants qui sont concernés par l'eau fossile, qui se retrouvent en stress alimentaire. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est en stress alimentaire? Ben là on peut alimenter tous les scénarios les plus noirs, famine, mais peut-être aussi des réfugiés. Alors oui, les réfugiés dont on parle, c'est pas des réfugiés par dizaines de millions, ou par millions, comme on a aujourd'hui pour le conflit en Syrie, mais c'est des réfugiés par centaines de millions à l'échelle planétaire. Ce qu'on ne sait pas, c'est où est-ce qu'on en est dans le compteur. Si ça se trouve, il est minuit moins 5. Si ça se trouve, on a 50 ans devant nous. Mais si ça se trouve, il est minuit moins 5. Donc, des limites, vous voyez, et des limites qui peuvent être aussi localisées. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui, et c'est la quantité d'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Les 1 milliard des pays développés, ils consomment l'équivalent de 5 tonnes de pétrole par an par habitant. Ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Donc vous voyez, malgré la croissance qu'on connaît depuis 20 ans, le développement des sociétés, notre consommation d'énergie n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que d'un côté, on est un peu plus efficace dans l'utilisation de l'énergie, et puis de l'autre côté, notre développement se développe dans des secteurs où on consomme moins d'énergie. On s'est beaucoup développé dans un premier temps pour se déplacer. Aujourd'hui, on se développe plutôt pour se distraire ou se cultiver. Bah, ça consomme un peu moins d'énergie de se cultiver et de se distraire que de se déplacer. Donc ça conduit à la relative stabilité de ce chiffre. Les pays en développement, ils consomment un peu plus d'1 tonne par an par habitant. 5 fois moins. Alors, ça tombe bien, ils sont 5 fois moins et ils consomment 5 fois moins. Au total, ils consomment à peu près autant que les pays développés. Bah, demain c'est vraiment demain, quand ces pays-là se seront développés, disons dans 50 ans, ils consommeront, si rien ne change, autant que nous. Et s'ils consomment autant que nous, eh ben, à ce moment-là, la quantité de pétrole augmentera. Quand tout le monde consommera comme les pays développés, à ce moment-là, la quantité d'énergie qu'il faudra sur la Terre sera 5 fois la quantité d'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Si on utilise toujours le pétrole comme source d'énergie, bah, vous imaginez, on est dans un monde qui ne survivra pas à ce qui va devenir un conflit d'accès au pétrole. On est dans un monde qui ne survivra pas à la pollution, le CO2, qui va être induite par tout ça. Pourquoi je vous ai dit que c'était une limite molle? Bon, la première raison pour laquelle c'est une limite molle, c'est le concept d'effet de seuil. On peut essayer d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il y a derrière la porte. Alors, on a beaucoup exploré ce qu'il pouvait y avoir derrière la porte en matière de climat. En fait, c'est même, parmi le cadran que je vous ai montré, à peu près le seul sujet qu'on connaisse correctement. Les autres, on ne les connaît pas. Pourquoi on ne les connaît pas? Bah, parce qu'on n'a pas assez investi scientifiquement. Alors, c'est aussi un point très important. On a besoin, pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'une médiation scientifique. On a besoin de gens dont c'est le travail de regarder, d'explorer, etc. Et si ce travail n'est pas fait, eh ben, on est aveugle. Le monde, collectivement, conduit un camion droit dans un mur, mais les yeux fermés, avec de la peinture sur le pare-brise, et en klaxonnant. On a fait un petit trou dans le pare-brise pour regarder la question du climat. Et donc voilà ce que ça nous raconte. On est ici. Le scénario en bleu, c'est celui où on limite l'élévation de la température globale à plus de degrés. Pour arriver à ça, il faut qu'en 2080, on émette 0 CO2. Il faut que l'activité humaine sur la Terre, ça soit 0 CO2. Ce que ça veut dire, c'est que pour la plupart des pays développés, en 2050, dans 35 ans, 33 ans exactement, il faut qu'on n'utilise plus le pétrole, le charbon et le gaz. Il n'y a pas à tortiller, dans 35 ans. Ceux d'entre vous qui ont construit une maison l'année dernière avec un chauffage au fioul, bah dans 35 ans, vous pouvez jeter le chauffage au fioul. Si vous croyez à ça. Et avant la fin du siècle, il faudra arrêter d'utiliser tous les combustibles fossiles partout sur la Terre. Peut-être il faudra du nucléaire, peut-être il faudra des énergies renouvelables.
Ok, peut-être on va avoir des solutions technologiques magiques qui vont nous résoudre le problème, mais là, ça va aller très très vite. Encore une fois, hein, juste pour vous illustrer ça, la durée de vie d'une voiture, c'est 15 ans. Donc la dernière voiture à essence que vous allez acheter, c'est dans 15 ans. En 2050, plus de voitures à combustible fossile. Et donc la dernière voiture que vous pouvez utiliser avant d'être obligé de la jeter avant la fin de sa vie, c'est une voiture qui aura été construite et produite dans 15 ans. Alors maintenant, regardez comment ça se passe. Et là, on est en pleine science-fiction. De penser que dans 15 ans, il n'y aura plus de voitures à énergie fossile qui sont produites, et vendues, et utilisées, c'est de la science-fiction. Mais c'est ce que nous disent les scientifiques. Alors c'est pour ça que c'est une contrainte molle, parce que qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Bah voilà, ce qui se passe si on ne le fait pas, c'est qu'on va être sur le scénario jaune. Le scénario jaune, c'est plus 3 degrés. Si on fait rien du tout, c'est le scénario rouge, c'est plus 6 degrés, plus 7 degrés. Bon, le seul truc qu'on sait, c'est que plus de degrés, c'est compliqué. Il va y avoir plus de tempêtes, le climat va beaucoup changer, il va devenir très très variable. Ici, là, plus 6 degrés, plus 7 degrés, ce qu'on sait, c'est que probablement, la plupart des écosystèmes, y compris les écosystèmes artificiels, sont en position de s'effondrer. Donc, ce que ça veut dire, hein, pour le dire très simplement, c'est qu'on ne peut plus produire de nourriture, par exemple, à partir d'agriculture. Pourquoi? Parce que les espèces qui existent aujourd'hui sur la Terre sont des espèces qui ne peuvent réaliser la photosynthèse que dans une tranche de température bien délimitée. Si la température est de souvent 40 degrés, le rendement de la photosynthèse s'effondre. Et on ne connaît pas d'espèces végétales qui sont capables de faire de la photosynthèse au-delà de 40 degrés. S'il y a des températures pendant l'été au-delà de 40 degrés, la photosynthèse s'arrête. Si la photosynthèse s'arrête, ben, c'est fini, il n'y a plus de plantes. Hein. Alors on peut imaginer, comme on est très très malin, qu'on va faire des plantes génétiquement modifiées qui seront capables de fonctionner au-delà de 40 degrés. Sauf que là, peut-être qu'il va falloir inventer un autre processus que le processus de la photosynthèse tel qu'il existe. Vous voyez que c'est quelque chose qui risque d'être complexe. Peut-être qu'on peut trouver dans l'histoire, dans la préhistoire de la planète et du vivant, des formes de vie qui sont capables de vivre dans des températures comme ça. En fait, il y a une diversité biologique qui est très très grande, et on peut imaginer retrouver des éléments là-dessus. Mais penser qu'on va être capable de reconstruire en 100 ans des écosystèmes à partir de technologies biologiques oubliées, et qu'on sera capable de les réinjecter, on est en plein délire. C'est une limite molle, mais ça ne veut pas dire que quand on va taper le mur, ça fera moins mal. Ça veut dire qu'on peut se dire, oh, bah, c'est trop compliqué d'imaginer que dans 15 ans, il n'y a plus une seule voiture fossile qui est fabriquée. On va quand même continuer encore à en fabriquer quelques-unes le temps que ça soit bien au point ou qu'on ait réglé le problème. Oui, mais non. Mais en tout cas, c'est prendre conscience de ça collectivement et être capable d'en tirer les conséquences collectivement, bah, ça va être un des enjeux du XXIe siècle. Et on n'est pas armé pour ça. J'en viens à la question sociale. Pendant toute la révolution industrielle, il s'agissait de remplir un monde vide. Qu'est-ce que c'était la croissance? C'était le fait qu'individuellement, on avait juste besoin de remplir un monde vide. Et qu'est-ce que c'était que la politique économique et qu'est-ce que c'était le fonctionnement des sociétés dans ce monde vide? Bah, c'était d'aider les gens à remplir le monde. Ah, on est plus fort quand on est ensemble. Mais on était plus fort pourquoi? Pour remplir le monde. Et pourquoi on remplissait le monde? Parce qu'individuellement, on en tirait un bénéfice. Et donc on se mettait tous ensemble pour en tirer un bénéfice individuel. Bon, on peut aller un peu plus loin dans la définition de ce que la société ou la politique économique doit apporter. Elle vise aussi à compenser un certain nombre de conséquences négatives de l'action individuelle, ce qu'on appelle les échecs de marché, qui font qu'il y a des situations où il y a un individu qui acquiert tout le pouvoir, où il y a etc. Donc on a besoin d'une régulation pour que ça fonctionne mieux. En gros, c'était ça le but de la politique économique. Mais le but de la politique économique, c'était de servir les intérêts individuels qui étaient remplir le monde. C'est plus que prendre contrôle de la nature, c'est remplir le monde. Et ce projet, il a été fantastiquement accompli. Mais aujourd'hui, notre problème, il n'est plus de remplir le monde. Notre problème, il est d'avoir ce monde plein et d'arriver à partager ce qui va devenir rare dans ce monde plein, le climat, l'eau, et de faire en sorte que l'utilisation qui en est faite collective rentre bien à l'intérieur des limites. Et ça, c'est l'intérêt de tout le monde, parce que si on ne le fait pas, bah, on sort du cadre, et il n'est plus possible d'avoir 7 milliards ou 10 milliards d'habitants sur la planète. Concept même de croissance, qui fondamentalement était un concept positif pendant les 2 siècles de la révolution industrielle, va devenir quelque chose qu'il s'agit de domestiquer,
de courber, de faire rentrer dans ces limites de la planète. Et là où c'est compliqué, c'est que ces limites sont molles. Donc, quand on est face à des limites molles, pour convaincre tout le monde qu'il faut accepter ces limites, ça demande une force de conviction et de coercition qui va être phénoménale. Comment on peut faire? On peut le faire en gérant les raretés, avec une forme, excusez-moi la provocation, mais une forme de communisme finalement, c'est-à-dire de la mise en commun de ces raretés et de la juste distribution de ces raretés, du juste accès à ces raretés, qui sont les limites. Ou on peut le faire en laissant le marché faire, et à ce moment-là, on va revenir à l'ancien monde, parce qu'on a déjà connu cette période où le monde était fini, en fait. C'est le monde malthusien, celui dans lequel la Terre posait la limite. Et c'est quoi ce monde? C'est le monde aristocratique. Quand on laisse faire le libre fonctionnement des sociétés humaines face à une rareté, la rareté en l'occurrence foncière, la rareté de la terre agricole, la solution la plus simple que les sociétés humaines trouvent, c'est l'aristocratie. La richesse à quelques-uns, rien pour les autres. Il y a quelques sociétés humaines, dans cette époque où la contrainte était la contrainte foncière, qui ont trouvé des modes qui s'approchent du communisme, avec un partage juste de la ressource rare. Ils sont assez rares. Vous pouvez regarder les paysans du Gers. Ici, vous voyez la partie en gris, c'est la valeur dans les actifs financiers du capital foncier. Et vous voyez, la révolution industrielle, ça a été la remise en cause de ça. Comment on a fait pour remettre ça en cause? On a fait disparaître la rareté de la terre agricole par le progrès technologique dans l'agriculture. Et c'est ça qui a transformé complètement le monde, parce que ce qui était rare, les terres agricoles, est devenu brusquement hyper abondant. Et donc, ce qui valait beaucoup, et qui conditionnait la structure de la société, est devenu brusquement très rare. Alors, certains vous vont dire, oui, mais ça, c'est la Révolution française, etc. Oui, mais derrière la Révolution française, ou avec la Révolution française, il y a quand même ces forces économiques majeures qui jouent. Et si on ne les prend pas en compte, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent. Et pourquoi les choses se passent en France, mais aussi partout dans le monde. Parce que c'est les mêmes mécaniques. Un petit mot sur la technologie. Oui, on a parlé d'énergie, par exemple. Vous avez vu, si on continue sur le pétrole, on est fichu parce qu'il n'y aura jamais assez de pétrole. En fait, ce petit graphique-là, il est assez spectaculaire. En bleu, c'est la quantité d'énergie que la planète consomme. En rouge, ici, c'est la quantité de pétrole qu'il y a connue dans le sous-sol de la Terre. Chaque année, on enlève un petit cube, l'équivalent du volume du petit cube bleu dans le petit cube rouge. Il y a aussi du gaz et du charbon. Alors, vous voyez, en fait, pas de panique. On a largement de quoi dérégler le climat autant qu'on veut avec les combustibles fossiles. Autrement dit, c'est pas parce qu'on va manquer de fossiles qu'on pourra sauver le climat. Pour sauver le climat, non seulement il va falloir arrêter d'utiliser le fossile, mais surtout il va falloir faire quelque chose de très difficile, c'est qu'il va falloir laisser les fossiles dans la Terre, à notre portée. Le nucléaire, vous avez ici en mauve ce qu'on peut faire avec le nucléaire. Alors, ça peut servir, parce que l'avantage du nucléaire, c'est qu'il n'y a pas de CO2. Le problème du nucléaire, c'est que c'est une énergie fossile. On peut améliorer la technologie du nucléaire et faire gonfler ce cube. On peut le multiplier par 25. C'est pas mal, par 25. Si on passe à la technologie de la fusion, on peut avoir une taille pratiquement infinie. Mais il y a aussi le grand cube jaune qui est là. Et c'est quoi le grand cube jaune? C'est la quantité d'énergie solaire qui arrive chaque année sur la Terre. Alors on ne peut pas tout utiliser là-dedans. On ne va pas mettre des panneaux solaires sur tous les océans. On ne pourrait plus faire le Vendée Globe. Par exemple, utilisant 20% de la surface du Sahara, un gros avantage du Sahara, c'est qu'il n'y a personne qui y habite. On n'y cultive rien. 20% de la surface du Sahara, on peut produire l'énergie complète, pas simplement électrique, de toute la planète aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'on a des solutions. Pour arriver à ces solutions, il faut de la technologie. Énergie solaire, du stockage. C'est horriblement compliqué. Mais en fait, on a des ingénieurs, on a des scientifiques, on a des entrepreneurs, on a des capacités, donc on peut y arriver. L'ADEME a produit un document qui est assez intéressant, vous pouvez aussi le consulter, dans lequel ils cherchent à regarder un scénario 100% renouvelable d'énergie électrique en France. La conclusion à laquelle ils arrivent, c'est c'est possible, en tenant compte de l'intermittence des énergies renouvelables. 100% renouvelable, c'est sans nucléaire. Ça ne veut pas dire n'utilisons pas le nucléaire, mais ça veut dire est-ce qu'on peut se passer du nucléaire? La réponse de l'ADEME, c'est on peut le faire, ou en tout cas techniquement. Donc on peut gérer toute l'intermittence des sources renouvelables, éolien et solaire. Comment on le fait? On stocke par différentes méthodes de stockage.
Une qui est beaucoup utilisée, c'est ce qu'on appelle le biogaz, le stockage par méthanisation. On transforme de l'électricité en méthane, et on utilise ensuite le méthane comme combustible dans une centrale à gaz, par exemple. On peut le faire, ça peut fournir l'électricité dont on a besoin, on peut le dimensionner, on a assez de surface pour mettre des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Donc, en tenant compte de toutes les contraintes qu'on peut imaginer. Et l'électricité sort à 100 € le mégawattheure produit. Juste pour vous donner une petite indication, aujourd'hui, le mégawattheure produit en France, il coûte 50 €. C'est 2 fois plus cher. Ça n'est que 2 fois plus cher. Donc c'est plus cher, mais que 2 fois plus cher. On peut le faire. On voit bien que ça va poser des problèmes d'inégalité, etc. Mais c'est quand même possible. Mais 100 €, c'est quand même intéressant aussi. Quand EDF vend des centrales nucléaires au Royaume-Uni, je vous dis ça juste pour votre réflexion, à Hinkley Point, le coût du mégawattheure produit sorti de centrale, le gouvernement britannique a demandé à EDF de garantir le prix. Pas d'entourloupe, si jamais c'est plus cher, c'est pour EDF. Et bien EDF dit dans ce cas-là, ok, on vous propose par contrat, devinez combien ? 110 € le mégawattheure. Donc ce chiffre-là, il est extrêmement important, parce que ça vous dit, on peut construire du 100% renouvelable qui sera moins cher que l'EPR de dernière génération qu'on vend aux Anglais. Alors je ne dis pas, ça tue le nucléaire. Toujours un peu plus compliqué les choses. Ça veut dire que le nucléaire, il n'est pas loin de ces solutions-là. Ça veut dire que on peut faire du renouvelable et que parmi les solutions qui émettent peu de CO2, en fait, le renouvelable, ça passe. Juste un point quand même qui est très important. Création destructrice et innovation. Pour arriver à déployer toutes ces choses-là, on a besoin d'innovation. On a besoin de continuer à avoir des entrepreneurs qui se lèvent le matin avec une seule obsession, c'est d'inventer des nouvelles choses. Les besoins qu'on a sont considérables. En fait, même si on y réfléchit, il n'y a jamais de défis d'ingénierie et d'entreprise qui ont été aussi phénoménaux aujourd'hui que dans le passé. Sortir l'humanité de la caverne, c'était un défi formidable, il est réussi, ou presque, aux inégalités près. Résoudre le problème de l'humanité face à cette question des limites, c'est un défi technique, intellectuel qui est extraordinaire. Certains vous disent « Ouais, mais la jeunesse, ils vont s'ennuyer, ils n'ont plus rien à faire, on est tous vieux, on n'a plus d'avenir. » Mais si, on a un défi phénoménal. Aller sur la Lune à côté, c'est rien du tout. Donc on a notre horizon. Pour que cet horizon soit atteint, il faut qu'on garde toute l'énergie que les individus dans une compétition féroce pour avoir leur place au Soleil sont capables de déployer. Et si on n'utilise pas ce moteur, probablement on n'arrivera pas à mettre tout ça en place. Donc il faut qu'on continue à innover. Et on va avoir la création destructrice. La création destructrice, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un arrive avec une nouvelle bonne idée, qu'il arrive à mettre en œuvre, toutes les idées d'avant meurent. Tout l'argent que les gens avaient mis dans les idées d'avant meurt. Tout le boulot que les gens avaient dans les idées d'avant disparaissent. Donc, ok, on apporte un bien, mais attention, on détruit plein de choses derrière. Quand l'ADEME dit on peut faire du renouvelable, les gars du nucléaire disent et nous, on fait quoi? Et donc ils freinent des cas de fer. C'est ça la création destructrice. Hein. Vous voyez, c'est pas. C'est l'idée que les bonnes idées, elles sont peut-être importantes, mais elles remettent en cause tout ce qui a été fait avant. Elles sont contraires à l'idée même de planification. Si on planifiait, on ne ferait pas comme ça. Si on planifiait, on dirait « Ok, c'est une bonne idée, je la garde, le temps que les anciennes idées meurent de leur petite mort, et puis une fois qu'elles sont mortes, on va la remplacer par ta nouvelle bonne idée. » Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi la conclusion? C'est on a vécu dans un monde pendant 2 siècles, le siècle de la révolution industrielle, on vit encore dans ce monde, dans lequel la croissance, c'était quelque chose qui était poussé par les individus, leur besoin de sortir de la caverne et d'accéder à une vie meilleure, et qui devait être accompagné par la société, le collectif, qui donnait encore plus de force et qui pouvait résoudre les problèmes qui étaient engendrés par toutes ces individualités débordantes. Aujourd'hui, on entre dans un monde où on va avoir besoin de garder tous ces moteurs, mais dans un monde qui ne bouge pas. On va être dans une espèce de monde qui a besoin de se réinventer, mais qui respecte ses limites. Alors, respecter les limites, ça ne veut pas dire arrêter de croître. Hein. Tant que ça ne touche pas les limites, on peut inventer des nouvelles choses. Si on a des voitures qui ne polluent pas, on peut se déplacer encore plus. Vous voyez, c'est pas
il ne faut pas culpabiliser sur les bienfaits qu'on tire de tous nos objets artificiels. Mais c'est fini l'époque où on pouvait utiliser ces objets sans se soucier des conséquences qu'ils avaient sur la planète. Et donc c'est la fin de la croissance heureuse, celle où la croissance des uns n'était pas faite au détriment de la croissance des autres. La croissance des riches, la richesse des plus riches n'était pas faite au détriment des plus pauvres. La richesse des plus riches n'était pas faite au détriment des générations futures. Et on va rentrer dans un monde où il va falloir rentrer dans la notion de croissance responsable, ou d'activité responsable, où on va rester à l'intérieur des limites, et où on va arriver à canaliser toutes ces énergies qui sont portées par les individus vers le fait qu'on tient à l'intérieur des limites. C'est même pas le souci des générations futures, ou le partager avec les générations futures, vous voyez, c'est simplement reconnaître que on vit sur quelque chose qui est fragile et qu'on doit le préserver, et qu'il faut respecter les limites, parce que sinon, pour nous ou pour les autres, ça signifiera non pas un monde plus difficile à vivre, mais la fin du monde en gros.